suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Au lendemain de l'annonce du boycott du MRC pour les élections législatives et municipales, des analystes politiques voient à travers cette décision une stratégie de pression sur le pouvoir de Yaoundé quant à la gestion de la crise anglophone et une compétition électorale organisée dans un contexte de guerre et de critique sur le processus électoral. D'autres estiment que le MRC s'est rétracté en raison des entraves vécues durant la constitution des dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales. Des précisions dans ce reportage que signe Gizogo. 24 heures après sa décision de boycotter les municipales et législatives de 2020, le MRC explique qu'il s'agit d'une position issue de sa base et non de Maurice Kamto. La décision de ne pas prendre part aux élections couplées n'est pas une décision personnelle du président Maurice Kamto, président national du MRC, mais c'est une décision du Conseil national du parti qui regroupe, en plus de membres du directoire national, l'instance dirigeante du parti, les membres du Conseil des sages, les membres du Conseil national de médiation et d'arbitrage et les secrétaires régionaux. Le politiste Aristide Mono y lit quant à lui la conséquence des entraves du processus électoral et le contexte sociopolitique. Le contexte actuel, déjà le code électoral qui ne permet pas à ce qu'il y ait réellement un jeu libre et transparent. Il y a également la mobilisation des ressources avec la captation des ressources étatiques par le parti dirigeant. Dans cette optique, le MRC relève une adhésion massive de ses militants à cette décision. Il y a eu une large consultation de la base. La base a approuvé cela, la base a applaudi. La base est d'accord d'une manière générale avec la décision prise par le Conseil national. Pour le politiste Aristide Mono, il est question au MRC d'indisposer le pouvoir. De conjurer de façon spectaculaire le paramétrage du jeu électoral, de dénoncer de façon spectaculaire aussi l'état du système électoral au Cameroun, de vouer aux gémonies les institutions en charge de ces élections et pourquoi pas délégitimer publiquement le président de la République. Bien plus, selon le politiste Aristide Mono, les conséquences de cette décision peuvent s'avérer encore plus néfastes pour le SDF. Il serait incompréhensible aux yeux d'une certaine opinion anglophone que le MRC reste dans la solidarité et que le social-démocratique front qui doit porter les aspirations de ces régions soit plutôt de mèche avec le régime pour faire tenir ces élections. Absent des élections locales, le MRC annonce poursuivre la bataille politique. Le MRC continue à travailler. Nous allons continuer à travailler, à sensibiliser les Camerounais, surtout à leur rappeler le devoir de patriotisme qui implique, qui ne doivent pas, quelles que soient les conditions, participer à cette élection du 9 février 2020. En somme, un nouveau chapitre de sa confrontation avec le pouvoir s'ouvre. Ce deuil à Mandjo, dans le département du Mungo, là où un grave accident de la circulation a tué au moins 4 personnes, parmi lesquelles des élèves du lycée de Mandjo. Alors qu'ils revenaient des cours, ils se trouvaient sur une moto, ils ont été percutés de plein fouet par un gros engin. Le récit est fait avec Jacques Molon et Gladys Sidi. La triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Mandjo. Une foule nombreuse a aussitôt investi le lieu de l'accident qui a coûté la vie à Donkam Ariane, élève en classe de 5e, Tebou Yvon de la 6e, Wansinikes de la première D, tous élèves au lycée de Mandjo. Le conducteur de la moto y a également laissé sa vie. Il était lui, élève au collège de l'unité de Mandjo. L'accident s'est produit au lieu dit pont de la Dibombé, au moment où le conducteur de la moto traversait le dos d'âne. Roulant à vive allure, il n'a pas pu esquiver les véhicules qui venaient en face, rapportent des témoins. C'est immédiatement quand j'ai trouvé le besquineur, il a remarqué 3 personnes, lui-même 4. Alors quand il a sauté sur le dos d'âne, il était même en allure. Il y a une maman qui a dit que ouais, regarde comment l'enfant, quelqu'un le besquineur va tuer les enfants. En fait, quand je vais entrer là, je comprends seulement,
quand je me tourne, je vois seulement les gens. J'ai dit que c'est le basculeur là, maman, voit le basculeur là. C'est là d'où on court maintenant. Donc il savait que la voiture, le camion montait. Il y avait une petite voiture aussi comme ça rouge qui était devant lui. Quand il a vu le camion qui a pris toute la chaussée, le camion a garé. Le gars maintenant cherchait à doubler parce que s'il ne doublait pas, il bondissait derrière le camion, derrière la petite voiture. Voilà, il a cherché maintenant à esquiver la petite voiture pour doubler. Cela lui a percuté sur le pare-choc avant de la raser là. Et puis... Le choc est immense, tant du côté de la famille, des camarades de classe que de l'administration du lycée de Mandjo. Les élèves qui venaient à peine de quitter l'établissement n'y retourneront plus jamais. Ça fait mal parce que voici que nous passons toute une journée avec les enfants. On se sépare et quelques heures après, on nous appelle que le pire s'est produit. Imaginez un peu, mettez-vous un peu à notre place, les enfants avec qui nous nous frottons à tout moment, c'est nous qui sommes, il est vrai ces enfants sont les enfants des parents, mais c'est nous qui sommes avec eux à l'écoute de cette information. Alors le proviseur en a pris le coup. Elle a pris le coup et s'est écroulée. C'est vraiment touchant de passer une journée avec les amis, après on les retrouve dans une situation comme ça. Vraiment, nous sommes vraiment dépassés, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Les 4 victimes de cet accident de la circulation étaient tous habitants du quartier Montem à Mandjo. Le conducteur de la moto qui exerçait ce travail à ces heures creuses avait décidé de s'arrêter au lycée de Mandjo et c'est de là qu'il a pris sur sa moto les 3 élèves qui n'ont malheureusement pas pu arriver jusqu'à la maison. Confection des dossiers de candidature, des militants du MRC accusent le sous-préfet de Bazou d'avoir refusé expressément de signer leurs documents. Le ton est monté d'un cran à l'occasion de la tournée des membres du Conseil Cameroun dans la région de l'Ouest, venus s'assurer des préparatifs des échéances électorales de 2020. On fait le point avec Jérôme Narcisse Sobzé. Le membre du conseil de l'ECAM pour la région de l'Ouest, Mohamedou Boubacar, était vendu dernier, l'hôte des populations du département d'Undé. Objectif, évaluer les activités à mi-parcours dans les antennes locales entre les élections électorales qui pointent à l'horizon. Cette rencontre aura été un cas de concert bilatéral avec tous les acteurs du dit processus, tant les partis politiques, les organisations civiles, que l'administration, les forces de sécurité et les médias. Durant son propos, Mohamedou Boubacar a rappelé que les défis qui attendent l'ECAM sont nombreux, parmi lesquels l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la transparence, l'efficacité, le professionnalisme et surtout le sens du service. Il est question pour nous de manière spécifique de vérifier dans chaque démembrement départemental l'effectivité de la mise à disposition des listes électorales provisoires, l'état de distribution des cartes d'électeurs, l'état de répartition des bureaux de vote, l'état du matériel disponible dans les antennes communales en qualité et en quantité. Ce fut l'occasion pour certains partis politiques d'opposition, et notamment le MRC, de dénoncer les discriminations dont ils disent être victimes dans le traitement des certificats de domicile indispensables pour être candidat. Ces accusations sont principalement portées contre le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou dans le département d'Undé. Là, jusqu'à présent où je vous parle, s'il fallait clôturer les dossiers, le MRC dans l'arrondissement de Bazou ne pourra pas concourir parce que monsieur le sous-préfet refuse catégoriquement de signer les attestations. Une version balayée du revers de la main par le dit sous-préfet, qui lui aussi a tenu à sortir de ses bancs, allant jusqu'à évoquer l'éventualité d'une poursuite en justice contre le responsable du MRC pour diffamation. Ne peut pas être apparenté et être en bas à Bazou. Donc les fiches sont arrivées sous décharge jeudi. On peut le vérifier. C'est pas où ce monsieur tire tout ça, je vais déposer une plainte pour diffamation. Il aura fallu beaucoup de tact aux membres du conseil de l'ECAM pour amener le calme et la sérénité dans cet agent départemental qui avait fait son plein d'œuvre. Au sortir de cette séance de travail, il a été donné lecture de quelques dispositions du code électoral qui édifieront davantage les uns et les autres sur ces élections en cours de préparation. Et l'ECAM, au-delà de toutes les critiques, entend à son niveau jouer sa partition. Et d'après le code électoral, les formations politiques n'ont plus que demain 23h59 pour acheminer leur dossier de candidature dans les démembrements territoriaux d'Elections Cameroun.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples peint le tableau sombre des droits de l'homme au Cameroun. En visite dans notre pays, la présidente sortante de la dite commission affirme que le fait pour le gouvernement de ne pas subvenir aux besoins de base des populations est à l'origine des conflits pouvant déboucher sur la violation des droits de l'homme. On fait le point avec Aïk Cyril. En visite de Cameroun, la présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples fait l'état des lieux du respect des droits de l'homme en Afrique et particulièrement au Cameroun. Il y a beaucoup de déficits dans la formation aux droits de l'homme. Il y a beaucoup de déficits dans la citoyenneté pour faire en sorte effectivement que les droits de l'homme soient respectés dans les prisons, dans les écoles, dans les centres de santé. Les droits de l'homme sont mis à mal par l'insécurité, par le terrorisme, par les conflits interethniques. Les écoles sont fermées, les villages sont incendiés, les filles sont retirées de l'école, elles sont mariées de force, les populations sont déplacées. Pour Sundiata Maïga, le tableau est bien sombre. La présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples explique que les pouvoirs publics doivent mettre un point d'honneur à la satisfaction des besoins sociaux de base des populations afin d'éviter des situations de crise pouvant déboucher sur la violation des droits de l'homme. Fondamentalement, les États doivent voir dans quelle mesure ils doivent renforcer la protection des citoyens. Comment faire la paix également parmi les fils du pays, les filles du pays, de façon à ce que la stabilité au moins règne, l'harmonie règne. Bonsoir à vous Arnaud Guéfac. L'affaire a fait grand bruit dans le département des Bamboutos car le présumé suspect est un homme politique bien connu dans la ville de Bouda. Il entretiendrait des relations indécentes avec un jeune de 15 ans au quartier Milon depuis des années. Fatigué des abus, l'adolescent a dénoncé son bourreau à sa famille au commissariat public. Un guet-apens a été tendu pour surprendre le mis en cause en plein acte. Yasser Trésor-Tano et Marius Gassa nous en disent plus. C'est une histoire troublante. Le présumé suspect en garde à vue au commissariat public de Mbouda est un homme politique, conseiller municipal, interpellé en flagrant délit de pratique homosexuelle sur un jeune de 15 ans. Selon la victime, c'est une histoire qui a commencé depuis qu'il est âgé de 8 ans. Le mis en cause l'a tiré chez lui pour lécher ses parties intimes contre une modique somme d'argent. À l'âge de 8 ans, quand je faisais encore, je pense, de pause alimentaire, M. Alexis m'a pris comme, j'étais comme son fils du quartier. C'est comme ça que M. Alexis, il m'a pris comme son enfant. Chaque fois on partait chez lui. L'état de santé du jeune homme inquiète la famille depuis ces dernières années. Mais personne ne savait l'origine de son traumatisme avant ces révélations. Mon père m'a dit il faut qu'on le fait rentrer, qu'on cherche à le traiter. Il a appelé peut-être 3 à 4 fois, il était toujours malade. C'est là où on lui a demandé de rentrer. Il est rentré, on cherche aussi à le traiter. On ne savait même pas comment le traiter, ou à l'hôpital ou à l'indigène. On a vu au commissaire, on avait dit à plein de depuis, on devait prendre le monsieur vendredi. Le monsieur était occupé, il nous a dit qu'il nous accompagne pendant un deuil. Et aujourd'hui, on a trouvé le monsieur qui a fixé au pénis de l'enfant jusqu'à juillet. Et on a vu comment il a joui sur un mouchoir. Quand il voulait faire le bras de fer, le commissaire, on l'a amené au poste. Le présumé suspect n'a pas été présenté aux médias car l'enquête suit encore son cours. Ce n'est pas la première fois que l'homme en question est accusé de pédophilie et de pratiques homosexuelles. À l'époque où il se faisait passer pour un recruteur de jeunes footballeurs, une affaire pareille avait éclaté, mais après classée sans suite. 3 jeunes filles âgées de 13 et 14 ans ont fait manque de salive et de larmes. Plus calme maintenant, après avoir passé 14 jours entre les mains de ces jeunes, sans foi, loi, véritables proxénètes qui leur ont infligé des actes présentés comme ignobles. 13 ans. Ça s'est passé qu'il y avait un gars qui s'appelait Tonton Georges. Il me prenait, il me faisait coucher avec 5 garçons. Et dès que je voulais me plaindre, il me tapait avec la chaîne. Tout le monde payait 2,5. Il y a ici d'autres qui donnaient la cigarette. Les faits, ces jeunes du collège La Fusée, après avoir reçu une bastonnade de la part de leurs parents respectifs, ont décidé de fuguer. La pire décision pour ces adolescentes.
À la base, les filles sont coutumiers de l'école buissonnière. Alors les parents ont décidé d'infliger une sanction à leurs enfants. C'est comme ça que les enfants, après la sanction, ont décidé de fuguer. Initialement, c'est une fugue qui à la fois s'est transformée en séquestration, en exploitation sexuelle. Les éléments de la compagnie de gendarmerie Yaoundé 2e à Vogbeti se saisissent de l'affaire et mettent en place une stratégie imparable. Nous sommes déportés dans la ville de Fou dans la deuxième moitié de la nuit, du 21 au 22. Nous avons effectué 4 coups de poing. Nous avons pu interpeller une quinzaine de personnes. Leur exploitation nous a permis de mettre la main sur 3 suspects. Nous sommes rentrés avec les 3 suspects qui sont passés aux aveux. Par ailleurs, nous avons interpellé Sieur Emera Donald, alias Carlos, qui travaille au niveau du zoo de Vogbeti. 4 suspects derrière les barreaux et un certain Oyuno Wilfried, le proxénète de 32 ans qui encaissait 2000 francs par client sur chaque fille, encore en cabale. Mais pour peu de temps. En attendant les résultats des examens médicaux subis, les parents ont ramené leurs enfants après une causerie sérieuse avec les gendarmes sur la partie qui leur incombe dans l'éducation de leur progéniture. Dans sa mission de sécuriser les populations et leurs biens, la police congolaise a encore appréhendé 4 jeunes personnes, dont 3 sujets camerounais et 1 béninois, expérimentés dans la cybercriminalité sur les réseaux sociaux. Ces derniers, qui opèrent en utilisant les cartes des États-Unis, échangent leurs profils sur les réseaux sociaux pour convaincre les femmes à s'exposer sur les photos et vidéos érotiques et même jusqu'à leur proposer un mariage aux États-Unis via WhatsApp, IMO. La police explique ici les techniques de leur fonctionnement. Il se développe dans notre pays une forme singulière d'escroquerie via les réseaux sociaux. L'exploitation de leur téléphone Android a permis l'identification de victimes à la fois en puissance et factuelle de nationalité congolaise et d'autres nationalités. Ces présumés escrocs ont pour la circonstance avoué leur forfait et en disent plus sur leur méthode d'opération. Je suis fait passer par la femme. Je suis au Canada. Je l'ai proposé souvent le visa canadien. Oui, elle tombe dans nos filets parce que nous leur proposons le mariage, beaucoup de belles choses. Et par la suite, c'est de l'argent que nous demandons, tout simplement. Près de 300 personnes ont déjà été victimes de cette escroquerie. La police n'a pas manqué d'interpeller la population à la vigilance à 6 semaines des fêtes de fin d'année. La révolution soudanaise célébrera en décembre 2019 son premier anniversaire. L'occasion de faire un bilan sur les avancées socio-économiques et sur les attentes de certains cœurs de métier qui sont à l'initiative de ce soulèvement populaire. Entre réchauffement climatique, conflits et braconnage, la faune africaine est de plus en plus menacée. La conservation de certaines espèces protégées devient un enjeu de gouvernance nationale, régionale, voire même continentale. Détail à suivre dans cette édition. Et le Cameroun s'active dans les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, de compétitions majeures qui se joueront en partie à Douala, capitale économique du Cameroun. Le Soudan est en mouvement. En décembre 2018 débutait la révolution soudanaise avec la contestation du prix du pain, un soulèvement populaire qui a renversé le pouvoir du président Omar el-Béchir, déchu en avril 2019, à quelques années de la date anniversaire de la révolution. Où en est la situation socio-économique du pays et plus précisément quelle est la situation des cheminots qui étaient au cœur de cette révolution. Élément de réponse avec Aïssatou Diamanka-Besland. Une révolution au goût inachevé, c'est précisément le jeudi 11 avril 2019 que le président Omar el-Béchir, âgé de 75 ans, au pouvoir en 1989, a été destitué par l'armée après 3 mois de soulèvement populaire contre son régime autoritaire au pouvoir centralisé au sommet de l'État de Khartoum. 30 ans de règne furent ainsi balayés par la colère d'un peuple déterminé à réussir son projet de révolution. Mais qu'en est-il plus de 8 mois après la révolution? En effet,
De nombreuses demandes ont été intentées par le peuple soudanais. La première fut le partage du pouvoir entre l'armée soudanaise et les civils. Mais d'autres priorités ont émergé avec le temps pour ces cheminots de la région d'Atbara qui avaient facilité les opérations de la révolution, à savoir le manque d'emploi, la réhabilitation du chemin de fer vétuste qui date de l'époque coloniale, le plus long réseau d'Afrique et la revalorisation des salaires très basses. Les cheminots ont le plus bas salaire du pays. Certaines personnes gagnent moins de 1200 livres soudanaises par mois, au moment où les salaires des ingénieurs et autres travailleurs peuvent atteindre 3500 livres soudanaises. La région d'Atbara, située au nord de Khartoum, fut traditionnellement l'épicentre des révolutions, comme celle d'octobre 1964 et d'avril 1985. Elle fut aussi le point de départ des mobilisations contre le régime. Ahmed Ali se souvient, il a perdu son fils lors de la révolution de 2019 et a évincé l'ancien président. Il a donné sa vie pour le changement et j'espère que ce sacrifice mènera à un changement complet du pays. Il a été tué dans la rue, mais nous n'oublierons jamais et nous ne pardonnerons jamais. Le Soudan tente désormais de se relever. L'objectif premier du gouvernement est d'éviter l'effondrement d'une économie dévastée par 3 décennies de mauvaise gestion, de corruption et de malgouvernance. L'armée congolaise et la MONUSCO, la force de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, ont annoncé le 25 novembre le lancement d'opérations conjointes à Béni, à l'est du pays. Objectif, assurer la paix et la sécurité des populations civiles de la région, à l'heure où les massacres attribués aux rebelles ADF ont tué plus de 70 civils en 4 semaines. Ange Doménio. L'armée congolaise et la MONUSCO, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, sont à pied d'œuvre à Béni. L'est de la République démocratique du Congo est depuis quelques moments le théâtre des violences extrémistes menées par des groupes armés. Pour venir à bout de ces attaques, la présidence congolaise a donc décidé de lancer cette opération conjointe des forces militaires. L'armée congolaise menait des opérations contre les ADF-NALU et donc la contre-offensive qui était annoncée par le chef de l'État n'avait pas impliqué les troupes des Nations Unies. Et ils intervenaient probablement dans le domaine du renseignement et du déploiement des drones et autres. Mais on a constaté qu'il y a malheureusement un changement de stratégie au niveau des ADF. Ils ont choisi d'attaquer les populations à l'intérieur même de la ville de Béni. En représailles à l'offensive congolaise, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant au moins 70 victimes au cours des dernières semaines. Lundi 25 novembre, des émeutes contre la mission de l'ONU en RDC ont éclaté à l'est du pays. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après les massacres des civils attribués aux présumés ADF. Alors cela repose le problème de la quintessence même de la finalité de la mission des Nations Unies, parce que la mission des Nations Unies a déployé plusieurs centaines d'hommes armés dans la ville de Béni, mais cela n'est pas suffisant pour arriver à sécuriser la population de Béni. L'ONU a appelé les habitants de Béni au calme après les manifestations de lundi. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre par les autorités provinciales du Nord Kivu entre 18h et 6h à Béni et ses environs. Le dialogue est au point mort au Mali entre les parties signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Le comité de suivi de l'accord a récemment tenté de relancer le processus nécessaire à l'instauration d'une paix durable au sein des populations. Une médiation internationale s'est récemment rendue auprès de la partie gouvernementale pour relancer les négociations. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Bloqués depuis l'échec de la réunion du comité de suivi devant se tenir à Kidal, les parties signataires de l'accord de paix d'Alger ne se voient plus. Conséquence, les applications de l'accord se font toujours attendre. C'est pour remédier à cette crise que la situation internationale est allée à la rencontre de la partie gouvernementale. La première fois que les sessions du CSA ne se sont pas tenues de façon régulière, on a eu une rupture pratiquement de 2 mois. Et nous avons estimé au niveau de la médiation internationale que nous devrons bouger pour qu'on puisse avancer. Et le premier pas que nous avons estimé nécessaire de le faire, c'est de rencontrer le gouvernement pour voir un peu, y a-t-il des points de blocage, y a-t-il des possibilités
de renouer pour qu'on puisse tenir le CSA. Le gouvernement malien, tout en saluant cette initiative, s'est dit disposé à renouer le fil du dialogue avec les groupes armés signataires. Nous essayons d'avancer vers une compréhension commune des problèmes relatifs à la restriction de l'autorité de l'État. Il y a aujourd'hui une compréhension commune, les divergences se réduisent. Voilà, nous allons avancer. La médiation internationale composée des 5 pays du Conseil de sécurité, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Union européenne devrait rencontrer les groupes armés signataires pour la tenue du comité de suivi des accords. L'Éthiopie veut rendre son secteur minier plus attractif. Pour ce faire, l'exécutif mise sur la potasse avec des incitations fiscales attrayantes. La potasse étant un minerai utilisé dans la production d'engrais. Les explications de Nathalie Mo et de Marcel Fardamaoun. Transformer le potentiel en production en créant un cadre d'investissement minier attractif, c'est sous ce thème que l'Éthiopie amorce sa révolution minière. Le pays, au secteur minier surtout artisanal, veut attirer des investisseurs étrangers. Principale ressource mise en avant, la potasse, riche potentiel pour la production d'engrais. Je m'imagine que ça sera une bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers, surtout que l'Éthiopie a des minerais de grande valeur. Donc, ils ont décidé à rentabiliser ou améliorer ce secteur minier. Sans doute, il y aura des retombées économiques énormes dans ce secteur. Lors de la deuxième conférence éthiopienne sur l'exploitation minière ce 25 novembre 2019, les autorités ont annoncé des incitations aux investisseurs capables d'utiliser les ressources minières pour le développement des constructions et de l'agriculture. Dans cette optique, le gouvernement a annoncé pour août 2020 la révision du code minier de l'Éthiopie. La révision du code minier pourrait déboucher à l'industrialisation du secteur. Sinon, c'était un secteur qui était typiquement artisanal, à très basse valeur ajoutée. L'Éthiopie souhaite augmenter la contribution du secteur minier au produit intérieur brut de 3 à 10% d'ici à 2030. Le gouvernement a ramené le taux d'imposition des sociétés minières de 35 à 25% et le taux de redevance sur les métaux précieux à 7% depuis 2017. Certaines espèces de la faune africaine sont menacées de disparition. Le travail pour éradiquer le commerce illégal issu du braconnage reste colossal malgré les actions menées ces dernières années. Il faut ajouter à cela le réchauffement climatique et les conflits, des défis permanents pour 2 régions d'Afrique, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Un sujet de la rédaction. Les éléphants et leur ivoire, les rhinocéros et leurs cornes, les pangolins et leurs écailles, la protection de la biodiversité est un enjeu de gouvernance en Afrique. Le braconnage répond à une demande mondiale croissante, un commerce illégal qui touche particulièrement les pays d'Afrique centrale et australe. Parmi les espèces qui ne figurent pas sur la liste des espèces protégées, comme nous le voyons au Mozambique, il y a une croissance régulière, modeste mais stable, d'environ 13% de menaces. Certaines enregistrent un taux un peu plus important d'environ 20%, d'autres légèrement un peu moins. Les écologistes multiplient les efforts de conservation à la protection de la faune africaine, mais des dizaines d'espèces sont en danger critique d'extinction en Afrique. Tortues d'eau douce ou d'eau de mer, lions et guépards viennent s'ajouter à la liste exhaustive d'animaux vulnérables, déjà composée d'éléphants, de rhinocéros ou encore de gorilles. Malgré une baisse du braconnage de certains animaux constatée ces dernières années, quelques espèces restent menacées de disparition. Désormais, le grand public à travers le monde saura que la conservation des tortues africaines existe et aura besoin de leur aide pour protéger ces merveilleuses créatures en Afrique. Des pays tels que le Mozambique, embourbés dans des conflits internes pendant des années, n'ont pas eu les moyens de s'intéresser aux politiques de préservation de l'environnement. Entre 2010 et 2014, le Mozambique a perdu près de 60% de ses éléphants à cause du braconnage, mais grâce à des actions engagées, étendues désormais sur un quart du territoire, le pays a su réduire à 0 le nombre d'éléphants chassés au cours de ces dernières années. Le Cameroun est à accueillir 2 compétitions continentales majeures de football, à savoir le CHAN 2020 et la CAN 2021. La ville de Douala accueillera 2 poules, soit 8 sélections nationales au total. 2 stades abriteront ces rencontres, celui de Japoma et celui de la réunification de Bépanda. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa.
Le stade de Japoma, une arène de 50 000 places en cours de finition, qui accueillera en 2020 et 2021 le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. Joyau architectural réalisé par le Turc Yenigun Construction Industrie, le stade situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville aurait une valeur de près de 200 milliards de francs CFA. Nous sommes actuellement à un niveau d'avancement où le projet est quasi achevé et comme vous pouvez le constater, donc tout est presque prêt pour pouvoir accueillir la compétition, la prochaine séance qui est le CHAN et dans les mois à venir la CAN. C'est non loin du centre urbain de la capitale économique camerounaise que se dresse le deuxième stade de compétition, le stade de la réunification de Bépanda. La cuvette construite en 1972 est en cours de réhabilitation par le Canadien Magil pour une extension des tribunes à 39 000 places. Les Lions indomptables viennent tout simplement de livrer un match à Yaoundé et en chemin pour Kigali, ils se sont arrêtés à Douala et sont allés faire des entraînements sur le stade annexe de Bépanda. Ils se demandaient bien s'ils étaient à Bépanda. Donc c'est pour dire qu'il faut venir voir, toucher du doigt. La ville de Douala recevra 2 poules pour chaque compétition attendue. En plus des 2 stades de compétition, 4 stades d'entraînement seront également mis à la disposition des sélections nationales. Soyez à l'aise ici comme chez vous. Vous avez les charmantes hôtesses qui sont ici sollicitées. Les charmantes hôtesses vous accompagneront à résoudre votre souci. Soyez des témoins vivants et oculaires de ce festival. C'est du miracle. Et chaque jour de votre vie, prenez au moins 15 secondes pour un peu vous attacher les yeux et demander comment ces gens-là vivent dans leur vie au quotidien. Prenez la peine de vous supprimer un peu le pied et savoir si vous pouvez vivre. Prenez la peine un jour de vous couvrir les oreilles, de vous fermer un peu la bouche, de faire comme si vous étiez un peu déficient mental et voir si vous allez vraiment vivre. Vous comprendrez davantage, je ne peux pas dire la peine, mais le challenge en face duquel se trouvent les personnes handicapées au quotidien, et ça vous fera mûrir dans votre cœur beaucoup d'amour, de fierté, de gaieté et d'encouragement pour eux. Comme souvent, dans mes rêves, toi je viendrai m'appuyer. Car j'en rêve, car toujours te suivrai désormais.